Le monde a changé et nous sommes ici depuis longtemps pour percer les mystères de notre passé lointain. Malgré le temps qui passe, certaines découvertes restent profondément déconcertantes, d'étranges reliques à des constructions mystifiantes. Ces découvertes étonnantes ne devraient pas exister dans les archives de l'Antiquité. Numéro 1. Les robots de Léonard de Vinci. La fascination de Léonard de Vinci pour l'automatisation et la robotique a transcendé les limites technologiques de son époque, comme en témoignent ses croquis de conception datant de 1495 et redécouverts dans les années 1950. Ces notes extraordinaires offrent un aperçu de l'esprit visionnaire de Léonard de Vinci et de ses efforts de pionnier. Domaine de la robotique, malgré le manque d'accès à la technologie moderne. Les conceptions de Da Vinci pour un robot de combat humanoïde montrent son ingéniosité et sa créativité. Capable de se déplacer de manière autonome, cette merveille mécanique témoigne de son attention sans précédent aux détails et à sa précision anatomique. Dans les pages de ses carnets de croquis, Da Vinci détaille méticuleusement les mécanismes et mouvements complexes de sa création robotique. Le chevalier humanoïde, conçu pour s'asseoir, se tenir debout et effectuer des actions de base, représente une fusion remarquable entre art et ingénierie. Même si le robot de Léonard de Vinci est peut-être resté un prototype conceptuel, son existence témoigne de ses contributions révolutionnaires au domaine de l'automatisation, des siècles en avance sur son temps. Les conceptions visionnaires de Léonard de Vinci continuent d'inspirer et d'influencer la recherche moderne en robotique, soulignant l'héritage durable de son génie. Numéro 2. Parmi les nombreux hiéroglyphes et reliefs gravés dans les structures égyptiennes antiques, une image énigmatique ornant le mur d'un temple a suscité d'intenses débats. La lumière de Dendera représente un étrange objet ressemblant à une ampoule s'étendant d'un pilier sacré. Certains théoriciens marginaux pensent qu'il s'agit d'une ampoule électrique, ce qui suggère que les anciens Égyptiens possédaient une technologie énergétique avancée. Cependant, les égyptologues traditionnels soutiennent que cela a une signification plus ésotérique. L'image controversée apparaît dans le temple d'Hathor à Dendera, le long du Nil, au sud du Caire. Le temple a été construit au 1er siècle avant J.C. Pendant ce temps, ils ont sculpté une scène montrant des personnages faisant des gestes vers un pilier appelé Ged avec une partie bulbeuse au sommet. Ci-dessous, vous voyez une forme qui ressemble à une fleur de lotus et à une lampe. Certains pensent que cela pourrait représenter un ancien système électrique, mais il n'existe aucune preuve solide pour étayer cette idée. L'explication la plus courante est qu'il a une signification religieuse, où le pilier Ged symbolise la stabilité et la partie bulbeuse représente le dieu soleil Ra. Puisque le temple était dédié à la déesse Hathor, il est probable que cette image ait une signification liée à la religion et à l'astrologie plutôt qu'à la technologie. Numéro 3. Le poignard spatial du roi Toutankhamon. Dans les années 1920, la tombe de Toutankhamon a été découverte, déclenchant une égyptomanie où tout le monde était concentré sur la découverte de la tombe inédite du jeune pharaon. Un artefact a été négligé, un poignard enterré aux côtés de milliers d'autres trésors. Cette arme est maintenant connue sous le nom de dague spatiale du roi Tu. La lame du poignard, en fer météoritique, s'est avérée avoir une teneur élevée en nickel. Pendant longtemps, les chercheurs ont été intrigués par la composition de cette météorite. Après tout, elle contient des matériaux qui semblent provenir d'une autre planète. Avec toutes les théories entourant le lien entre les anciens Égyptiens et les extraterrestres, beaucoup pensaient que le poignard était un autre cadeau offert par les extraterrestres qui rendaient visite aux anciens Égyptiens. Cela peut paraître absurde, mais il y a du vrai là-dedans. Des études récentes ont révélé que le poignard contenait presque la même composition que la météorite automobile trouvée à Maram-Matru, près d'Alexandrie. Cependant, plutôt que d'être un cadeau d'extraterrestres, la fabrication du poignard suggère qu'il n'a probablement pas été produit en Égypte, mais qu'il s'agissait probablement d'un cadeau prestigieux de l'empire du Mitanni au grand-père de Toutankhamon. Le matériau du poignard et les techniques utilisées pour le créer suggèrent un niveau de savoir-faire sophistiqué. Pour cette raison,
nombreux sont ceux qui croient encore que le poignard du jeune pharaon n'est pas d'origine humaine. Numéro 4. Le Menpenny, un ancien reliquaire découvert en 1957, suscite depuis lors fascination et débat. Cet artefact, qui daterait de l'époque du roi Olaf Kira, mieux connu sous le nom d'Olaf le Paisible, qui dirigeait la Norvège il y a près d'un millénaire, fournit des informations fascinantes sur l'exploration et les réseaux commerciaux nordiques. La pièce de monnaie du Maine était autrefois confondue avec une pièce de monnaie britannique en raison de son apparence, mais une étude approfondie menée par des archéologues a révélé sa véritable origine. Contrairement à la croyance populaire, la pièce est d'origine nordique, mettant en lumière l'étendue de l'expédition viking dans le Nouveau Monde. La découverte de cette pièce d'argent fournit un aperçu essentiel des raids vikings au-delà de leurs terres scandinaves. Cela implique un vaste réseau de commerce et d'exploration qui remet en question les perceptions antérieures de l'interaction nordique avec des régions lointaines. Le sceau du Maine est un lien tangible avec une période révolue, un monument à l'esprit audacieux des Vikings et à leur marque durable dans les archives historiques. Numéro 5. Église vieille de 400 ans. C'est peut-être l'une des découvertes les plus incroyables de cette vidéo. Pendant de nombreuses années, on pouvait voir une église émerger de la surface des eaux d'un des réservoirs du Mexique, ou plutôt, le sommet d'une église était accessible. On ne pouvait y accéder que par bateau et il est difficile de croire que toute la structure est sous les eaux, et pourtant, c'est ce qu'a révélé une sécheresse en 2023, cette année-là. Une intense canicule s'est propagée dans plusieurs régions du Mexique, l'État du Chiapas a été l'un des plus touchés, ce qui a amené de nombreuses masses d'eau de la région à atteindre des niveaux dangereusement bas. L'église, construite au XVIe siècle par des frères dominicains, a été partiellement submergée pendant des décennies dans le réservoir de Nicquayal. Cependant, à cause de la sécheresse, toute la structure a été exposée. À l'origine, l'église était un lieu de culte pour les habitants du village de Sanankashula, mais en 1966 elle fut délibérément inondée pour construire le barrage hydroélectrique de Nicquayal. Numéro 6. Il y a environ 7000 ans, le dolmen de Guadalperal a été créé. Cette formation mégalithique se compose de 144 menhirs, certains atteignant jusqu'à 6 pieds de haut, disposé dans une formation circulaire rappelant Stonehenge en Angleterre, ce qui lui vaut le même nom. En plus d'être connue sous le nom de dolmen de Guadalperal, cette formation est également connue sous le nom de Stonehenge espagnol. Bien que Stonehenge en Angleterre soit plus célèbre et emblématique, le dolmen de Guadalperal a été construit en premier. Cependant, comme Stonehenge, le but du dolmen reste un mystère. Les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir d'un tombeau, d'un site de rituels religieux ou même d'un centre commercial en raison de son emplacement stratégique près du fleuve. La structure était si importante que ses constructeurs ont transporté des pierres de granit à des kilomètres de distance pour la créer. Mais à ce jour, nous n'en sommes pas complètement sûrs. Ce monument a été découvert et fouillé pour la première fois dans les années 1920 par l'archéologue allemand Hugo Obermeyer, mais sa signification n'a pas été entièrement comprise. En 1963, la structure mégalithique fut délibérément inondée pour construire le réservoir de Val-de-Cana. Pendant des décennies, le dolmen de Guadalperal était sous l'eau et n'était visible que par parties. Cependant, en 2019, une sécheresse a frappé l'Europe et l'Espagne a été touchée. Le dolmen de Guadalperal a pleinement émergé, suscitant un nouvel intérêt pour son étude et des demandes de déplacement pour le protéger. Cependant, déplacer un site archéologique est difficile et, à ce jour, le Stonehenge espagnol reste en place, visible uniquement lorsque les eaux se retirent. Numéro 7. L'une de ces découvertes étonnantes dans les profondeurs de Catacama, au Honduras, est un trésor archéologique unique, la grotte des crânes brillants, également connue sous le nom de grotte de Talga. Ce site a captivé l'imagination des explorateurs et des scientifiques depuis sa découverte en 1994 par les spéléologues Desiderio Reyes et Rorellane. La particularité de cette grotte réside dans l'effet de ces cristaux de calcite,
qui confère aux ossements humains déposés par les anciennes civilisations une luminosité particulière. Le carbonate de chaux naturel, connu sous le nom de calcite, se dissout dans l'eau des grottes, se dépose sur les restes et les conserve avec une couche blanche qui les fusionne avec le sol. La découverte accidentelle a eu lieu lors d'une expédition le long de la rivière Talga. Les explorateurs sont tombés sur une grotte remplie de poteries et de restes humains, révélant un trésor archéologique inattendu. Les ossements humains trouvés dans ces grottes remontent à plus de 900 ans avant JC, offrant aux scientifiques une fenêtre unique pour étudier les pratiques culturelles et les conditions de vie des anciennes populations de la région. Ce phénomène géologique exceptionnel, où nature et histoire s'entremêlent, continue d'intriguer les experts qui continuent d'utiliser la technologie moderne pour explorer les profondeurs de ces grottes. La grotte des crânes brillants éclaire non seulement le passé du Honduras, mais met également en lumière les traditions et les croyances qui ont perduré à travers les siècles. Dans son éclat mystérieux, ce site archéologique demeure une énigme fascinante qui suscite la curiosité et l'admiration de ceux qui cherchent à comprendre les secrets du passé. Numéro 8. Dans les vastes plaines d'Ottosdal, près de Klerksdorp en Afrique du Sud, se cache un mystère archéologique qui déconcerte les scientifiques depuis leur découverte au début du XXe siècle, les sphères de Klerksdorp. Ces petits objets métalliques, aux surfaces remarquablement lisses et identiques, remontent à une époque étonnante, vieille de plus de 3 milliards d'années. Les sphères de Klerksdorp ont attiré l'attention de la communauté scientifique en raison de leur forme particulière et des rainures étrangement sculptées sur leur surface. Bien que certains scientifiques aient suggéré que l'apparence unique de ces sphères pourrait être le résultat de l'accumulation progressive de minéraux au fil des éons, des incertitudes demeurent quant à leur véritable fonction, leur origine géologique et leur âge exact. Cette énigme archéologique met en évidence la capacité continue des scientifiques à explorer et à affronter des mystères qui n'ont pas encore été entièrement résolus. Malgré les différentes théories proposées au fil des années, les sphères de Klerksdorp restent une énigme fascinante, nous rappelant combien il reste à découvrir dans les recoins les plus anciens et les plus mystérieux de notre passé. La recherche de réponses se poursuit, soulignant l'intrigue et le défi que représente l'exploration d'objets archéologiques uniques comme ces sphères énigmatiques. Numéro 9. L'incendie de l'église Notre-Dame de Paris a été un événement tragique qui a choqué le monde le 15 avril 2019. Notre-Dame, considérée comme l'une des églises les plus célèbres et emblématiques du monde, a subi de graves dommages lorsqu'un incendie massif a explosé et détruit une partie de la structure, y compris le toit. L'incendie a représenté un défi de taille pour les pompiers et les autorités françaises, qui ont travaillé dur pour maîtriser les flammes et sauver ce qui restait de la structure historique. Malgré les dégâts, une grande partie de l'église et de ses trésors ont pu être préservés grâce aux efforts des équipes de secours. La restauration de Notre-Dame a commencé peu de temps après l'incendie, avec l'intention de redonner à l'église sa splendeur historique. Des efforts considérables ont été déployés pour collecter des fonds et coordonner les travaux de restauration, notamment la reconstruction du toit et de la flèche, qui se sont effondrés lors de l'incendie. Au cours de ce processus, 2 cercueils ont été découverts dans l'église, chacun contenant des cendres. L'un de ces cercueils aurait appartenu à un grand prêtre nommé Antoine de la Fort et contenait une grande quantité de cheveux. En analysant ces éléments, les scientifiques ont déterminé que de la Fort était un buveur d'alcool habituel. Il est mentionné que les différences dans la conception des TWAB confirment que ces personnes ne vivaient pas en même temps. Le deuxième cercueil contenait les restes d'un homme non identifié, dont l'âge est estimé entre 25 et 40 ans. Certains pensent que cet homme appartenait à une époque différente de celle d'Antoine, ce qui a suscité la curiosité de nombreux chercheurs qui cherchent à enquêter et à explorer pour identifier les caractéristiques anciennes de cette époque dans laquelle vivaient ces personnes. Numéro 10. Ensuite, nous avons le pilier de fer de Delhi, une structure de 23 pieds de haut située dans la cour de la mosquée Kawatul Islam à New Delhi, la plus ancienne mosquée du nord de l'Inde. Le pilier, vieux d'environ 1600 ans,
semble être un simple pilier à première vue, mais en y regardant de plus près, vous réalisez pourquoi cette incroyable structure ancienne mérite une place sur cette liste. Il est fait de fer et, bien que le fer soit un matériau structurel puissant, il est sensible à la rouille, ce qui signifie qu'avec le temps, il commence à se détériorer. Cependant, ce pilier est resté solide comme jamais et sans aucune trace de rouille. Cette propriété surprenante étonne les chercheurs depuis des années, dont beaucoup remettent en question son origine, car elle pourrait être une indication de la raison pour laquelle elle existe encore aujourd'hui. Beaucoup prétendent qu'il s'agit d'une origine extraterrestre ou d'un objet mythique envoyé sur Terre par les dieux. Les scientifiques ont également proposé de nombreuses théories pour expliquer cette merveille métallurgique. Cependant, les inscriptions sur son fût racontent l'histoire de son origine. Le roi Chandra, qui dirigea l'empire Gupta entre le 4e et le 7e siècle après J.C., ordonna que le pilier soit construit comme un monument pour célébrer ses nombreuses victoires militaires et qu'il soit dédié au dieu hindou Vishnu. Numéro 11. Le réveil de Platon. La plupart d'entre nous possèdent un réveil, cet appareil à côté de notre lit que nous aimons et détestons à la fois, mais saviez-vous que le premier réveil de l'histoire a été inventé par Platon, un philosophe grec qui a vécu entre 428 avant J.C. et 348 avant J.C.? Platon possédait une horloge à eau, le type d'horloge populaire dans la Grèce antique, et il la modifia pour sonner à certaines heures de la journée. Dans une horloge à eau, l'eau s'écoule d'un récipient à l'autre par un petit trou et, tant que la taille du récipient reste la même, l'horloge compte à rebours un certain temps. Platon a modifié cette conception pour atteindre son propre objectif en ajoutant un tube au récipient de remplissage. Le dernier récipient a une petite ouverture et émet un sifflement lorsqu'il se remplit, réveillant efficacement Platon à l'heure fixée. Bien que la conception du réveil de Platon ne soit pas aussi complexe ou sophistiquée que celle des réveils modernes, il fonctionnait efficacement et de nombreuses personnes qui l'utilisaient se réveillaient à l'heure. Numéro 12. Tout au long de l'histoire, nous avons été témoins du génie à son meilleur, et peu ont été aussi étonnants que Léonard de Vinci, un mathématicien italien qui a vécu entre 1452 et 1519. Il excellait dans divers domaines tels que la peinture, l'ingénierie, le dessin, les sciences, sculpture et architecture. S'il est connu pour ses peintures, dont beaucoup sont aujourd'hui des pièces rares, il l'est également pour ses inventions. L'un d'eux, moins connu, est le premier véhicule blindé qu'il a conçu en 1487. Ce char d'A Vinci fut l'une de ses inventions les plus innovantes, transformant le fonctionnement de la guerre moderne. Il a décrit la conception dans son carnet, le Codex Atlanticus, qui consistait en une plateforme circulaire montée sur 4 roues et actionnée par un équipage de 8 personnes. Le véhicule était protégé par une couverture inspirée d'une carapace de tortue, avec une surface inclinée pour repousser les tirs ennemis. Bien que le premier char moderne ait été inventé en 1915, cette pièce d'ingénierie ancienne est étonnante et a été considérée comme le prototype de la conception actuelle. Bien que pacifiste, Léonard recherchait le patronage des dirigeants de son temps, comme le duc de Milan et Cesare Borgia, en offrant ses compétences d'ingénieur de guerre. Il a conçu le char pour protéger les soldats et engager leurs ennemis avec des canons autour du véhicule. Bien qu'on ne sache pas s'il a été utilisé pendant la guerre en raison de certains défauts de conception, ce concept reste remarquable dans l'histoire. Numéro 13. La porte automatique. Bien que la première porte automatique moderne que nous connaissons tous aujourd'hui ait été inventée en 1931 par deux ingénieurs américains, Horace H. Raymond et Sheldon S. Roby, qui ont conçu le premier dispositif optique capable d'ouvrir une porte automatique pour un restaurant et ainsi aider les serveurs à porter des assiettes et des verres. Cependant, la première porte automatique remonte au 1er siècle après J.C., inventée par Héron d'Alexandrie, un mathématicien qui vivait dans l'Égypte ancienne et s'intéressait aux applications pratiques des mathématiques. La porte automatique utilisait un système hydraulique pour s'ouvrir et se fermer.
Le système de fonctionnement était assez simple, un récipient en laiton, quelques conteneurs et un système de poulies. Le récipient en laiton, partiellement rempli d'eau, était suspendu au-dessus d'un feu et, à mesure que l'eau chauffait, de l'air s'accumulait à l'intérieur du récipient en laiton, forçant l'eau à s'écouler dans les récipients. Le poids de ces conteneurs activerait le système de poulies et ouvrirait les portes automatiques. Les portes automatiques de Héron étaient installées dans un temple et s'ouvraient une fois par jour à l'arrivée des fidèles, un processus qui prenait des heures, depuis l'allumage du feu de l'autel jusqu'à l'ouverture des portes. Même si cette ancienne porte automatique n'était pas aussi fonctionnelle que les portes automatiques modernes, elle était encore une merveille pour tout le monde à cette époque et encore aujourd'hui.